À la une de l'actualité, Mamadi Doumbouya, à la dernière minute, dépose sa candidature à la présidentielle du 28 décembre, tandis que l'opposition boycotte une élection déjà marquée par la controverse et les tensions politiques. Nous irons au Cameroun, silence des autorités après la présidentielle du 27 octobre, tandis que la société civile peine à faire la lumière sur les morts, blessés et arrestations au cœur des manifestations. Les détails à suivre dans cette édition. Bonsoir et bienvenue au journal international de Tchad Info. Ouvrons cette édition par cette information. Le général Mamadi Doumbouya aura attendu le tout dernier moment ce lundi 3 novembre 2025 à 23h59. Il a déposé son dossier de candidature à la présidentielle prévue le 28 décembre, juste avant la clôture officielle des candidatures à la Cour suprême. Celle-ci dispose désormais de 10 jours pour examiner les dossiers. Une certitude toutefois, les principales figures de l'opposition ne participeront pas à cette élection. Il aura fallu attendre 16 heures pile pour voir le général Doumbouya apparaître sur le parvis de la Cour suprême, vêtu de son bobo blanc, amené à bord d'un véhicule blindé et accompagné par un impressionnant dispositif de sécurité. Il a déposé son dossier puis est reparti moins d'une demi-heure plus tard sans dire un mot à la presse. Il s'est offert en sortant un petit bain de foule avec ses partisans mobilisés par centaines mais sans sortir de son véhicule blindé. Une foule de sympathisants massés dans le quartier depuis les premières heures de la matinée, la longuement ovationné, et ce fut le soulagement. Pour Maria Makaba, la solution aujourd'hui, je suis très contente, je n'ai même pas de mots, car notre général Mamadi Doumbouya est venu déposer sa candidature. Il y a 4 semaines de cela, j'étais stressé, tout allait très mal chez moi, je n'arrivais même pas à manger, je n'arrivais même pas à dormir très bien la nuit, mais aujourd'hui je vais bien dormir. Le général Mamadi Doumbouya, c'est l'espoir du peuple. Pour Mamadou Djuldé, la candidature de Mamadi Doumbouya a été réclamée par le peuple de Guinée. C'est une joie pour moi, disons pour la jeunesse, hommes et femmes, aujourd'hui de voir son Excellence le général Mamadi Doumbouya venir déposer son dossier de candidature devant la Cour suprême. Devant ce peuple qui le réclame, devant ce peuple qui dit oui, il est capable. Les 4 ans qu'il a fait au pouvoir, il a prouvé qu'il aime la Guinée et les Guinéens. Au Cameroun, toujours aucune information officielle sur le nombre des blessés, de morts ou d'arrestations depuis l'annonce des résultats de la présidentielle du 27 octobre et les manifestations qui ont suivi. Les autorités gardent le silence sur le terrain. Les organisations de la société civile tentent de recueillir des données, mais elles se heurtent à de nombreuses difficultés et manquent des moyens. Maître Thierry Diffan, avocat au barreau du Cameroun et au barreau de Nantes en France, coordonne 149 avocats dans 7 des 10 régions du Cameroun. Leur objectif, assister gratuitement les personnes interpellées ces derniers jours. À l'échelle du pays, ils comptabilisent 2000 arrestations et déplorent la difficulté d'accès aux détenus. Quoi qu'on reproche à un individu, cette personne a droit à une défense. Il y a ce côté de punition collective qui est inacceptable. Il faut effectivement rechercher les personnes soupçonnées d'avoir commis X ou Y infraction et leur garantir leur droit à la défense parce que nous sommes dans un État qui se veut être un État de droit. À ce titre-là, on n'accepte pas que des gens qui sont présumés innocents soient traités de façon inhumaine ou dégradante, explique-t-il. Le collectif dit avoir recensé aussi 39 civils tués sans accès aux données officielles. Cette opacité est dénoncée par Philippe Nanga, coordinateur de l'ONG Un Monde Avenir basée à Douala, la capitale économique. Nous, on reçoit des familles qui sont à la recherche de leurs membres sans savoir s'ils sont blessés, détenus ou tués. Quand nous allons par exemple au niveau local vers les hôpitaux, on nous a répondu qu'on ne pouvait pas mettre ces informations à notre disposition. Cela suppose donc que ce sont les autorités qui devraient mettre cette information à la disposition du public pour qu'il n'y ait pas de spéculation, comme c'est le cas en ce moment, où les chiffres vont du simple au double en fonction de qui porte l'information, déclare Philippe Nanga. Plusieurs acteurs de la société civile s'inquiètent de la présence de nombreux mineurs parmi les personnes arrêtées, ainsi que du déferment des civils devant la justice militaire.
Autre chose au Soudan, plus d'une semaine après la prise d'El Fasher par les forces de soutien rapide du général Hemeti, les témoignages évoquant des demandes de rançon se multiplient. Les paramilitaires obligeraient leurs prisonniers à solliciter de l'argent auprès de leurs proches réfugiés dans d'autres pays, notamment au Soudan du Sud. Les 3 premiers jours et alors que les images des atrocités commises par les forces de soutien rapide déferlaient sur les réseaux sociaux après la prise d'El Fasher. Ali n'a reçu aucune nouvelle de ses proches. Et puis, une demande de rançon est arrivée par la messagerie Facebook de son cousin. Ce dernier expliquait qu'il avait fui avec un autre cousin d'Ali et que tous deux étaient retenus par les forces de soutien rapide qui exigeaient une rançon. « Si tu ne payes pas, ils vont nous tuer », disait son message. Ils ont fait un appel vidéo montrant mes cousins avec leurs armes pointées sur la tête. Les forces de soutien rapide m'ont dit: tu n'as que 2 jours. Si tu n'envoies pas l'argent, tu ne reverras jamais tes cousins, explique-t-il. Ali a immédiatement commencé à collecter de l'argent via son application bancaire auprès de 20 membres de sa famille élargie. En 2 jours, il est parvenu à la somme exigée par les forces de soutien rapide. $2 000 par personne, soit $4 000, pour sauver ses 2 cousins. J'ai donc envoyé l'argent sur le compte du membre des forces de soutien rapide. Ils ont ensuite relâché mes cousins et ils les ont amenés dans le village de Tawila. De là-bas, mon cousin m'a appelé et m'a dit qu'il avait été relâché et était en sécurité. Selon Ali, de nombreuses familles réfugiées à Goron ont elles aussi reçu des demandes de rançon. Il déplore l'inaction de la communauté internationale face aux graves victimes en cours au Soudan. Le Pérou annonce lundi 3 novembre la rupture de ses relations diplomatiques avec le Mexique. En cause, l'asile accordé par Mexico à l'ancienne première ministre Betsy Chavez, poursuivie pour son implication présumée dans la tentative de coup d'État de décembre 2022 menée par l'ex-président Pedro Castillo. Nous avons appris avec surprise et un profond regret que l'ex-première ministre Betsy Chavez, présumée co-auteur du coup d'État que l'ex-président Pedro Castillo a tenté de réaliser, bénéficie de l'asile dans la résidence de l'ambassade du Mexique au Pérou. Le gouvernement péruvien a décidé de ce jour de rompre ses relations diplomatiques avec le Mexique, a déclaré le ministre des Affaires étrangères, Hugo de Zela, lors d'une conférence de presse. Les relations entre le Pérou et le Mexique ont commencé à se détériorer après la destitution de Pedro Castillo en décembre 2022, lorsque le président mexicain de l'époque, Andrés Manuel López Obrador, avait accordé l'asile à l'épouse et aux enfants de l'ancien président. Depuis, le gouvernement mexicain ne reconnaît aucune autorité péruvienne et les 2 pays ont rappelé leur ambassadeur. Malgré la crise politique, les 2 pays ont cependant maintenu leurs échanges commerciaux bilatéraux. Betsy Chavez est jugée aux côtés de Pedro Castillo depuis mars 2025 pour le délit présumé de rébellion. Le parquet réclame 25 ans de prison contre elle pour avoir participé en tant qu'ancienne première ministre au plan de Pedro Castillo. Betsy Chavez comparaît libre, tandis que Pedro Castillo est en détention préventive depuis décembre 2022. Le 7 décembre 2022, Pedro Castillo avait lu un message télévisé annonçant sa décision de dissoudre le Parlement et de convoquer une assemblée constituante. Ce jour-là, il devait être soumis à une motion de destitution pour ses accusations présumées de corruption. Privé du soutien de l'armée, il avait finalement été provoqué par le Parlement, puis arrêté alors qu'il se rendait avec sa famille à l'ambassade du Mexique à Lima. Son épouse et ses 2 enfants vivent depuis lors en exil au Mexique. Et puis pour finir au Mali, les djihadistes du Jinim ont libéré la semaine dernière des otages émiratis et un ressortissant iranien contre une rançon estimée entre 50 et 70 millions de dollars ainsi que du matériel militaire. Dans le même temps, le blocus sur les importations de carburant imposé depuis début septembre se poursuit. Activités paralysées, écoles fermées et pénurie de produits essentiels. Les 3 hommes, 2 Émiriens et un Iranien, avaient été capturés à une trentaine de kilomètres de Bamako le 23 septembre dernier dans un aérodrome privé de la commune de Sanakoroba. Des négociations pour leur libération avaient très rapidement été enclenchées via plusieurs intermédiaires sous l'égide des services maliens de renseignement. La libération a finalement pu avoir lieu 29 octobre dernier.
D'après les informations révélées par notre confrère Wassim Nas de France 24, que RFI a pu recouper depuis, une rançon de 50 à 70 millions de dollars avait été versée. Plusieurs tonnes de matériel militaire, véhicules et armements ont aussi été livrés au groupe djihadiste. Selon plusieurs sources, un échange de prisonniers a également eu lieu. Le versement d'une rançon colossale constitue une injection de liquidité immédiate et massive dans les caisses du Yénim. C'est avec cet élément que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez de nôtre pour vivre l'actualité en continu.